Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer cet après-midi de présenter cette vision européenne à laquelle Marc faisait allusion. Sur ce transparent d'ouverture, vous voyez une station à courant continu qui est l'extrémité française d'une ligne en cours de mise en service avec l'Espagne, une interconnexion avec l'Espagne. Cette station est un record du monde, elle fait 2000 MW en la technologie à transistor, c'est actuellement la plus grande du monde. C'est un magnifique objet qui clôt une histoire de 26 ans. Le projet d'interconnexion qui est ainsi conclu a commencé il y a 26 ans. 2000 MW, 70 km, 70 km, pardon, 700 millions d'euros. Donc, je suis le directeur général délégué de RTE, qui est ici présenté en quelques chiffres, peut-être plus les aspects techniques, même si dans ma présentation, vous ne verrez pas d'équations ni de belles courbes mathématiques. Donc, c'est 100 000 km de ligne, une consommation de pointe de 102 gigawatts et une énergie annuelle transportée consommée de l'ordre de 500 TWh. Donc, RTE est aussi un réseau interconnecté. Vous voyez la France au carrefour des échanges européens. Alors, excusez-moi, mais je me déplace beaucoup en Europe et je ne connais pas de pays européen, à part le Portugal et la Finlande, qui ne disent pas qu'il est au carrefour des échanges. C'est tout à fait vrai de la Suisse, c'est aussi vrai de la France, je pense que c'est vrai de l'Autriche, de la Pologne, de la Belgique et de quelques autres. Et ça montre que, tout simplement, cette Europe continentale où nous vivons, c'est la région la plus interconnectée du monde. La plus interconnectée et la plus dense du monde. Et là, aujourd'hui, des défis tout à fait spécifiques avec les enjeux politiques qu'elle se donne. Donc, RTE est interconnecté avec ses voisins continentaux, mais est aussi interconnecté avec la Grande-Bretagne et est en train de développer des interconnexions avec d'autres voisins qui étaient isolés jusqu'ici. Parce qu'effectivement, notre terrain de jeu, c'est ça. Et comme vous le savez, ce réseau européen, c'est une seule et même machine qui ne connaît pas les frontières et qui pulse à la même fréquence. Et même les vieilles... moi, quand j'étais à l'école, on m'apprenait qu'il y avait l'Europe continentale, c'était un réseau synchrone. Bon, puis il y avait des autres réseaux, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la Scandinavie. Ceux-là, c'était des réseaux, ils étaient différents parce qu'ils n'étaient pas synchrones, ils étaient reliés avec des liaisons en continu. Et donc, c'était pas la même chose. Ce monde est fini, c'est une seule machine. S'il y a un gros problème en Scandinavie, il y a un gros problème en Europe continentale et vice-versa. Tout le monde est maintenant interconnecté et interdépendant. Donc, je vais essayer de rapidement présenter les enjeux et leur évolution, et notamment le fait qu'aujourd'hui, et en ce moment, les échelles spatiales sont en train de se contracter et que la dimension européenne et la dimension locale du quartier à l'Europe entière, ça devient la même chose et ça joue en même temps. Tout s'est réduit à un seul point. On fait en même temps le quartier, la ville, la région, le pays, l'Europe. Dans toutes les présentations bruxelloises, vous avez ces trois enjeux qui sont présentés, le tripode européen des objectifs de ce qui tient lieu de politique énergétique européenne et de ce qui va animer la planification des réseaux. Il y a un enjeu économique très important, la compétitivité de l'économie européenne. Un enjeu climatique qui a jusqu'à aujourd'hui reçu l'essentiel de l'attention avec une réduction des émissions de CO2 dans cette politique énergétique. Et puis enfin, un enjeu qui est devenu croissant dans le domaine de l'électricité. Il était déjà très présent dans le domaine du gaz avec la série des crises ukrainiennes, mais aujourd'hui, il est aussi présent dans toutes les têtes pour l'électricité. C'est un enjeu de sécurité d'approvisionnement. Alors, je ne vous décrirai pas ce que c'est, enfin, je pense que vous êtes un peu familier de la façon dont l'Union européenne fonctionne et du fait que notamment le mix énergétique est quelque chose qui, dans la Constitution européenne, est délégué à chaque pays. Il y a une subsidiarité totale, c'est-à-dire que l'Union européenne ne peut en rien imposer un mix énergétique à un de ses États membres. Néanmoins, il y a un effort de coordination tout récent, en octobre dernier, l'Europe a décidé de se doter d'un certain nombre d'objectifs sur les émissions de CO2, sur l'efficacité énergétique, mais un objectif particulier sur le développement des énergies renouvelables. Énergie renouvelable, l'objectif en 2030, c'est 27% de l'énergie primaire. Ça veut dire que pour l'électricité, c'est entre 45
48% de l'électricité qui est d'origine renouvelable. Donc c'est un objectif qui est réellement ambitieux. Et il est ambitieux et il va être difficile parce que c'est un objectif de l'ensemble de l'Union européenne dont rien ne dit de la manière dont il sera décliné par pays. Il y avait jusqu'ici des objectifs de développement des énergies renouvelables, mais chaque pays de l'Union européenne avait son quota et savait où il devait aller. Là, il y a un objectif pour l'Union, et si chacun compte sur ses voisins, évidemment, on ne va pas y arriver. Donc la gouvernance pour atteindre cet objectif n'est pas définie, et ça va être un facteur d'incertitude important. L'objectif, bien sûr, notamment en ne fixant pas de quotas par pays à ce stade, c'est de mieux utiliser les ressources d'énergie renouvelable là où elles sont, de faire de l'énergie solaire là où elle est efficace et de faire de l'énergie éolienne là où elle est efficace. Et évidemment, tout cela va changer complètement la nature des échanges. Ça va être très important d'avoir un réseau de transport qui va permettre de mutualiser ces ressources renouvelables qui sont... Alors, en France, vous savez, quand le vocabulaire là-dessus est important, quand vous dites que ces ressources sont variables, ça veut dire que vous êtes en faveur du renouvelable. Quand vous dites qu'elles sont intermittentes, ça veut dire que vous êtes contre. Alors, j'essaye d'être équilibré. Je dis que le solaire est intermittent, parce que la nuit, quand même, il s'arrête, et puis que l'éolien est variable. Bon, mais en mutualisant par un réseau transeuropéen ces énergies, vous diminuez très fortement cette variabilité, vous mutualisez et vous permettez effectivement d'utiliser à la fois les ressources au mieux, mais vous diminuez aussi les investissements dans de la production complémentaire qui doit intervenir quand il n'y a pas de renouvelables dans certains endroits. Et en Europe, il y a quand même des régimes de vent qui sont de nature assez différente entre la mer du Nord, par exemple, et puis ce qu'on rencontre en Espagne. Donc, il s'agit, avec un réseau de transport fort, de réconcilier ces énergies renouvelables, de les optimiser, tout en améliorant la sécurité de l'approvisionnement. Alors, cette figure, elle est un petit peu compliquée, mais tout ce qui est jaune et rouge au-dessus, c'est la production. Et donc, vous voyez qu'elle est parfois concentrée dans des régions assez limitées. Et puis, tout ce qui est en dessous, enfin, dans une dimension 3D un peu bizarre, et en bleu, c'est la consommation. Et vous voyez que, effectivement, il est très important d'avoir un réseau de transport efficace qui va permettre de relier ces zones correctement. Alors, l'énergie, qui était un domaine tellement important jusqu'ici que l'Union européenne n'avait pas le droit d'y toucher. Enfin, dans les traités européens, avant le tout dernier, le traité de Lisbonne, l'énergie n'est pas mentionnée. Le mot n'est nulle part et les institutions européennes n'avaient aucun pouvoir dans le domaine de l'énergie. Je reviendrai peut-être sur la raison de cette bizarrerie. Ça a été réglé partiellement par le traité de Lisbonne, mais sur la forme de bonnes intentions. Il y a quand même un sentiment d'urgence chez les politiques des pays membres de l'Union européenne. Et en février, la Commission européenne a publié un document qui s'appelle « Vers l'Union de l'énergie », qui est de fait assez ambitieux, alors qu'il a été annoncé comme plutôt un document verbeux, et qui dit oui, il faut des infrastructures, et qui met en place un certain nombre de mécanismes de soutien à la fois pour que ces infrastructures soient construites et qu'elles soient financées. Qui met en place le forum de Riga dédié aux infrastructures, c'est-à-dire une plateforme de consultation des parties prenantes qui, à l'échelle de l'Europe, permettra de coordonner davantage ces infrastructures. Et puis enfin, cette union de l'énergie, elle note quelque chose qui est un peu dans toutes les têtes et qu'on a vu dans les présentations précédentes, c'est qu'on est en train de changer de paradigme. Traditionnellement, la consommation d'électricité, on la constate, elle est variable en fonction des saisons, des heures, des habitudes. On ne demande pas aux gens un préavis pour allumer une lampe ou pour allumer leur téléviseur. Et puis la production, elle doit s'adapter pour couvrir cette consommation. Ce monde-là est terminé, il n'est plus viable avec le développement massif des renouvelables. Et il faut qu'on passe à un monde où la consommation elle-même sait s'adapter. Et de fait, une grande partie de la consommation d'électricité peut, sans aucune modification de confort, être différée de quelques minutes ou de quelques heures. Et donc on passe dans un monde où c'est souvent la consommation qui va s'adapter à la production, parce que la production, on la constate, elle vient du vent, elle vient du soleil, il y en a, on produit, il n'y en a pas, on ne produit pas.
Ça veut dire qu'on fait converger les marchés de gros et les marchés de détail, et ça c'est un véritable tremblement de terre pour toute la façon dont on conçoit la machine système électrique. Alors répondre aux besoins des consommateurs et des citoyens, qu'il faut toujours replacer au milieu du jeu. Chacun a un peu tendance à oublier qu'il y a au bout un consommateur et un citoyen. Non, il faut toujours le remettre parce que c'est ce qui permet de recaler les idées et de faire les bons compromis. Et pour ce qui concerne les infrastructures, il faut, alors c'est un magnifique vœu pieux, il faut des infrastructures adaptées, disponibles en temps et en heure et minimisant l'impact sur l'environnement. Je pense qu'on peut relativement facilement se mettre d'accord sur cet objectif. Se mettre d'accord sur la façon dont on le remplit est une autre affaire. Alors, dans ce monde nouveau, quels sont les grands défis? Enfin, pour RTE, je pense que ces défis que nous avons, on les retrouve en grande partie à Swissgrid, et l'exposé précédent, vous le verrez, le montre bien, et puis chez les autres opérateurs de réseau. La première chose, c'est qu'on a connu pendant les décennies précédentes un développement du réseau qui était tiré par le développement de la consommation. On consommait toujours plus. C'était assez prévisible. La consommation, elle ne se déplace pas énormément, elle augmente. On pouvait se tromper dans le taux de croissance, mais en se trompant dans le taux de croissance, on se trompait de quelques années dans la date optimale de mise en service d'une ligne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans beaucoup de pays d'Europe, la consommation électrique ne change plus. Elle s'est stabilisée, elle change un peu de géographie, mais peu. Par contre, la production est en train de se relocaliser complètement. Avec la transition énergétique, la production change de place. Et on ne sait pas où elle sera. La Suisse va sortir du nucléaire, la France, l'article de loi a été voté la semaine dernière, va ramener sa production nucléaire de 75% à 50%. Ça veut dire quand même quelques dizaines de milliers de mégawatts. Qu'est-ce qui va les remplacer? On n'en discute pas. Donc on n'en discute pas, mais il faut déjà prévoir le réseau de transport qui va accueillir cette production dont on ne discute pas. Les incohérences temporelles, j'y reviendrai rapidement. La confusion du public autour de la production décentralisée. Dans beaucoup d'endroits, j'entends, mais il n'y a plus besoin de réseau de transport. Mais maintenant, avec le photovoltaïque, vous n'avez pas compris, c'est sur le toit de la maison, il n'y a plus besoin. Oui. Qu'est-ce que vous faites à 7 heures le soir en hiver quand il n'y a plus de soleil? Ah, mais je vais avoir ma batterie Tesla, donc il n'y en a plus besoin. Bon, alors, je pense que il faut expliquer, réexpliquer et réexpliquer que si on veut garder un certain pouvoir d'achat en Europe, une industrie qui continue à exister, ce modèle-là n'est pas le bon. Et il faut tout. Alors je ne condamne pas la production décentralisée, je dis simplement que quand vous avez un panneau photovoltaïque sur votre maison et que vous êtes le seul, c'est de la production décentralisée. Quand vous avez 10 millions de voisins qui ont fait comme vous, c'est de la production centralisée. Actuellement, vous le savez, quand il fait beau en Allemagne, à 12h30, 13h, la production photovoltaïque est de 25 000 mégawatts. 25 000 mégawatts, c'est l'équivalent de 25 bonnes centrales nucléaires. Ça, c'est l'unité de compte en France. Donc, 25 000 mégawatts de photovoltaïque. Et le réseau suisse est encombré de tout ça. Le réseau français l'est, le réseau autrichien l'est. Et puis, à 7 heures le soir, l'éponge fonctionne dans l'autre sens. Oui, on va vers de la production décentralisée, oui, on va vers des smart grids, tout ça est indispensable. Oui, on va vers du stockage et il est le bienvenu. Heureusement, Tesla arrive. Mais tout ça ne suffira pas et devant les enjeux qu'on a, ça va être une combinaison de toutes ces solutions qu'il va falloir se mettre en place. Mais quand on veut construire un réseau de transport, la première opposition que vous avez, c'est « Attendez, vous n'avez pas compris, monsieur, vous êtes un dinosaure, vous êtes encore au 19e siècle, c'est fini, le réseau de transport, on n'en a plus besoin. » On en a besoin plus que jamais. Et c'est ce qu'a compris la Commission européenne et l'Union européenne avec ce plan de développement des grandes infrastructures de transport. Et puis enfin, le syndrome NIMBY et la perte de crédibilité des experts. Alors peut-être pour illustrer ça rapidement, vous savez, il y a un vieux dicton qui dit la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Alors, c'est un petit quiz rapide. En 2000, quelle était la prévision pour la capacité solaire globale, donc mondiale, en 2010 ? Alors, je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais la réponse, c'est 4000 MW, 4 gigawatts. C'était la prévision par l'Agence internationale de l'énergie, qui est quand même l'instance d'expertise suprême.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la production solaire globale en 2010? C'était 41 000 mégawatts, donc c'était un peu plus de 10 fois plus. Bis repetita, en 2010, qu'est-ce que prévoyait l'AIE pour 2020? Elle prévoyait 113 à 127 gigawatts en 2020. Eh bien, les 113 mégawatts, on y était en 2013. C'est-à-dire que 7 ans avant l'échéance et 3 ans après les prévisions, on y était déjà. Tout le monde s'est trompé sur le photovoltaïque. Tout le monde. Et d'autres erreurs de ce type-là, on va en faire encore. Alors, NIMBY maintenant, alors vous allez voir ma francitude, ma galitude, je ne sais pas. Voilà, je pars de cette belle affiche. François Mitterrand, un président jeune pour une France moderne, voté pour le candidat. 1965, il pose devant un pylône. Il pose devant un pylône. 2012, appel à la résistance violente pour contre la construction d'une ligne par RTE. Oui, RTE, c'est la petite voiture qu'on casse là. Avec de la guérilla, avec des pièges contre les ouvriers qui construisaient la ligne. Donc, vous voyez qu'en quelques décennies, on a changé de monde. Alors, quelle réponse devant ces petits défis qu'on a? L'anticipation. C'est une montre suisse, j'ai vérifié sur la photo faite à Genève. L'anticipation, ça veut dire qu'on va devoir faire face à un monde 2025, 2030 qu'on ne connaît pas, 2050 encore moins. Ça veut dire qu'il faut être très imaginatif sur les scénarios, qu'il faut explorer très large et avoir une véritable planification stratégique où on se dit, dans tous ces scénarios-là, il y a des traits communs, il y a des points communs, il y a des points d'appui communs qu'on va utiliser plus tard. Et effectivement, en avançant, on verra ce qui se passe et on pourra s'adapter parfaitement. Donc, il faut vraiment essayer d'explorer l'avenir d'une manière absolument ouverte et pas du tout linéaire. La consultation des parties prenantes pour plus de robustesse. Évidemment, le temps où les ingénieurs imaginaient le meilleur ouvrage possible pour répondre à une contrainte technique et puis ensuite ils allaient la vendre sur le terrain, c'est fini. Maintenant, il faut aller très tôt rencontrer les élus, les populations et de partager avec elles le diagnostic. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce qu'on voit, nous. Est-ce que vous êtes prêts à accepter que l'électricité, oui, certains hivers, on vous coupe tous les jours pendant 10 jours parce qu'il y aura une vague de froid? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par où on peut passer? Très en amont, consulter les parties prenantes. Innover, ça c'est le tunnelier qui a fait la belle liaison avec l'Espagne, mais des innovations, vous en avez eu de présenter tout à l'heure, sur des lignes des conducteurs à faible dilatation. Nous avons équipé massivement notre réseau de câbles à faible dilatation, y compris les très coûteux câbles fabriqués par 3M aux États-Unis qui valent une fortune, mais qui sont irremplaçables à certains moments quand vous ne pouvez pas développer le réseau. Et des innovations dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine des composants, mais dans le domaine des systèmes. Vous en avez eu dans les exposés précédents des exemples très, très riches et très intéressants. Et puis enfin, la transparence, parce que la perte de crédibilité des experts est devenue un souci vraiment très important, et que la seule manière raisonnable qu'on a pu trouver pour contrer ça, c'est de faire énormément de pédagogie. Donc, on a une application sur smartphone qui vous donne en permanence la consommation d'électricité nationale par région, la production à chaque moment par toutes les filières. Vous savez quelle est la production solaire en ce moment, tous les échanges avec les voisins, les courbes d'échange, les prix. Vous avez toutes ces informations qui sont disponibles très facilement. Ça devient, cette petite application smartphone est devenue un best-seller de l'App Store, et on en voit les effets. On voit que des choses aussi basiques que l'énergie et la puissance, c'est pas la même chose. C'est pas parce que vous savez produire votre consommation annuelle dans un bâtiment que vous pouvez vous découpler du réseau. C'est des choses qui étaient connues d'une toute petite minorité de gens qui commencent à grandir un petit peu. Alors, les incohérences temporelles et la rationalisation des procédures. Les incohérences temporelles, c'est qu'aujourd'hui, il faut à peu près 3 ans pour construire un parc éolien de grande ampleur.
Sur le photovoltaïque, c'est encore beaucoup plus rapide. Enfin, ça a été mentionné ce matin, je crois que c'était Mario qui l'a dit, en Italie en 2012, comment je peux dire avec un peu de understatement. Disons qu'il y a eu un calage généreux des subventions au photovoltaïque. En un an, il y a eu 9000 mégawatts de photovoltaïques qui ont été construits. 9000 mégawatts en un an, que Terna ne pouvait pas anticiper. Voilà. Il faudra 10 ans pour résorber. Parce que pour construire une grande ligne de transport, dans la plupart des pays européens, aujourd'hui, il faut 10 ans entre le moment où on prend la décision et le moment où on la met en service. Et c'est évidemment pas 10 ans de travaux, c'est 9 ans de procédure et une année de travaux. Alors, bon, il faut là aussi trouver, et c'est en plus terrible pour les populations, parce que évidemment, il faut faire de la concertation quand on construit un ouvrage, évidemment, mais c'est presque inhumain quand vous faites ça pendant 9 ans. Vous avez des gens qui ne vont pas aimer le voisinage de la ligne, c'est clair. Les ingénieurs de RTE voient ça comme des œuvres d'art qui animent le paysage. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux là-dessus, et les futurs riverains non plus. Mais quand pendant 9 ans, vous laissez planer l'incertitude, la ligne sera peut-être là, peut-être à côté, peut-être pas, c'est encore pire. Donc, un délai raisonnable pour vraiment aller au fond des choses, faire les bilans environnementaux, savoir quelle est la meilleure solution, on estime que c'est 3 ans, 3 ans et demi. En 3 ans, en ayant une véritable concertation, un véritable dialogue, on sait ce qu'on doit faire. Alors, on va essayer, la nouvelle loi française, RTE a suggéré un article de loi qui a été retenu et qui est que il y aura donc une concertation très bien structurée et décrite qui sera surveillée par une personnalité indépendante, respectable. Au moins, elle le sera avant le débat. Après, je ne sais pas si elle sera toujours respectée, mais au moins avant ce débat, et qui animera ce débat d'une manière crédible pour les riverains, pour les opposants, pour les partisans. Donc, il faut effectivement diminuer les délais tout en menant une vraie concertation avec les parties prenantes. Si on reste avec cette incohérence temporelle, je pense qu'il y a sans doute un certain nombre d'ingénieurs et de techniciens dans la salle. Vous savez ce qui se passe quand, sur un système complexe, on néglige les constantes de temps et qu'on fait semblant de croire qu'une constante de temps d'1 an et une constante de temps de 10 ans, ça va cohabiter harmonieusement, spontanément. Enfin, si vous faites ce genre de raisonnement en construisant une fusée, en général, elle ne dépasse pas l'altitude de quelques centimètres. Mais là, il faut qu'on trouve quelque chose, parce que sinon, le système électrique européen ne fonctionnera plus, ne fonctionnera pas, ou plus exactement, il fonctionnera toujours, mais à un coût exorbitant pour l'économie européenne. Alors je reviens à RTE, qu'est-ce que ça donne dans nos investissements annuels? Les chiffres sont un peu petits, mais en gros, on investit actuellement 1,5 milliard d'euros par an dans des infrastructures de transport. Ce chiffre va gentiment monter à 2 milliards, 2,5 milliards d'euros. Et dans l'organisation actuelle de l'industrie et de sa régulation, ça n'est pas soutenable. RTE, comme un certain nombre de ses frères européens, est cash négatif, comme on dit, c'est-à-dire sans dette pour construire ces infrastructures. Toutes ces infrastructures sont rentables pour la collectivité, elles sont bonnes pour la collectivité, mais on va avoir un petit souci un jour qu'il faudra traiter. Donc, beaucoup d'interconnexions avec les voisins. Vous voyez, la petite sœur de l'interconnexion que je vous ai montré tout à l'heure avec l'Espagne, elle passera par le golfe de Gascogne. Elle fait aussi 2000 mégawatts, mais celle-là, elle passe à 2 milliards d'euros. Parce qu'elle sera sous-marine à travers un canyon sous-marin. Et puis des interconnexions, plusieurs avec la Grande-Bretagne, avec l'Irlande, et puis, outre celle avec la Suisse qui a été mentionnée tout à l'heure, avec l'Italie, également courant continu, 1200 mégawatts qui est en construction actuellement, souterrain, entièrement souterrain, à travers un tunnel sous les Alpes, et puis des interconnexions également avec nos voisins du nord-est. Ça nous amène à un peu cette vision européenne. Alors, les règles européennes aujourd'hui, auxquelles Swissgrid souscrit totalement et participe très activement, c'est d'avoir une véritable planification européenne. Dans un système qui est une seule machine, on ne peut pas continuer à travailler en juxtaposant des visions nationales. Et donc, à un moment donné, il faut faire une vision globale dont Ensoe est chargé, et avec cette planification à 10 ans qui donne cette vue globale. Alors, 10-year Network Development Plan. À Bruxelles, pour survivre dans le domaine de l'énergie, il faut avoir avec soi un petit lexique de 400 acronymes. Si vous n'avez pas ça, vous avez vraiment du mal. TYNDP, c'est un de ceux qui est quand même assez en tête du lexique.
donc qui est une conséquence de la loi européenne et qui amène de la transparence, de la coopération entre les opérateurs, de l'implication des parties prenantes, et puis qui est effectivement un véritable outil de la politique européenne et de choix des investissements. Alors, ce que nous dit le dernier programme, c'est qu'il faut, en Europe, construire environ 50 000 km de lignes, dont 23 000 km de nouvelles lignes aériennes, qu'on peut faire ça en évitant la plupart des zones urbaines. Ça représente un investissement pour les 15 ans qui viennent de 150 milliards d'euros, ce qui paraît une somme considérable, mais ce qui est peu si on regarde les investissements dans l'industrie électrique à cette échéance-là, et que tous ces projets, toutes ces infrastructures sont rentables pour le consommateur. C'est-à-dire que ça va coûter 150 milliards, mais ça va rapporter entre 400 milliards et 900 milliards d'euros. Donc ça va coûter en gros 1 euro du mégawattheure sur le prix de gros, mais ça va en rapporter entre 2 et 5. Ça permet de baisser significativement les émissions de CO2, et avec le scénario le plus ambitieux, ça peut permettre, si elle est bien placée, de traiter jusqu'à 60% d'énergie renouvelable. Alors, accompagner le développement du réseau, bon, on parle ici beaucoup de planification, c'est la couche infrastructure. Il faut bien sûr utiliser à fond ces investissements qui sont si coûteux, si difficiles à réaliser, si complexes à réaliser, en améliorant en permanence les techniques de gestion des flux pour les optimiser vraiment d'une manière très efficace. Il faut améliorer la couche marché, qui est la couche, c'est le système d'exploitation du hardware que constitue l'infrastructure, et ce système d'exploitation, il faut en permanence passer à des versions ultérieures. Alors je suis très heureux que aujourd'hui soit le premier jour où sur la région dite Centre-Ouest Europe, donc Allemagne, Benelux et France, soit réellement en opération ce qu'on appelle le flow-based market coupling, le couplage marché basé sur des flux, qui est une méthode extrêmement sophistiquée et performante, qui permet d'utiliser encore mieux les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Et puis une couche gouvernance qui n'est pas forcément la plus simple, mais qui est très importante. Il faut bien sûr encourager le déploiement des réseaux électriques intelligents. Vous savez que les transporteurs d'électricité n'aiment pas qu'on leur parle de smart grids parce qu'ils considèrent que leurs réseaux sont déjà un peu smart, donc on préfère parler de smarter grids. Il y a toujours mieux à faire. Et oui, il faut, mais sans opposer les uns et les autres. J'entends parfois des distributeurs, alors c'est pas de ce côté-ci de la frontière, je suis sûr qu'en Suisse ça se passe d'une manière plus ouverte et plus intelligente, mais dans mon pays et dans d'autres pays, j'entends des distributeurs qui parlent ils vont optimiser la boucle locale. Il n'y a pas de boucle locale, il n'y a pas d'optimisation locale. Je pense que dès les classes assez tôt dans une scolarité, on apprend que l'optimum global, ce n'est pas la somme des optima locaux. Et qu'il faut optimiser à tous les niveaux. Donc il y a un véritable enjeu à mieux coordonner l'action locale, régionale, nationale, continentale. Tout ça, encore une fois, à fusionner en un seul point. Et cette contraction des échelles, il faut la développer, il faut la gérer, et on va devoir travailler d'une manière étroitement coordonnée entre distribution, transport, gestion de la demande. Tous ces domaines-là vont devoir être extrêmement coordonnés et en intelligence collective. Je l'ai dit, la couche de marché, c'est le marché, un design de marché, un mécanisme de marché, c'est une représentation virtuelle du monde physique. Le monde physique est en train de changer, le marché est en train de changer. Et donc, il faut que ce modèle de marché il permette l'adaptation au monde physique tout en stimulant le jeu des acteurs économiques pour qu'ils fassent mieux, moins cher. La transparence, quand vous êtes un monopole, d'abord la transparence est un moteur de performance, parce que quand vous rendez tout public, aujourd'hui vous êtes sous le regard de tout le monde, absolument tout le monde vous regardez, tout le monde devient un expert, ça c'est un vrai stimulant. C'est un vrai stimulant et ça engendre de la confiance. Donc pour terminer, les opérateurs de transport, ils doivent développer le réseau avant que le consommateur
perçoivent le besoin. Quand vous expliquez ce qu'a fait tout à l'heure, ce qu'ont fait Marc et Arthur, qu'il faut développer le réseau suisse, aujourd'hui, quel est le consommateur final du grand public qui en perçoit la nécessité? Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de faiblesse. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions pour que demain, il n'y ait pas ces défaillances et ces faiblesses. Donc, cette nécessité d'anticiper quelque chose qui est tout à fait fondamental, il n'y a plus d'acceptation de défaillance de la fourniture énergétique. Des petites coupures font aujourd'hui les grands titres des journaux. Mais pour ça, alors qu'il y a un extrême besoin de cette sécurité d'approvisionnement, la fiabilité actuelle fait que beaucoup ont perdu la notion de l'infrastructure technique qui était nécessaire pour arriver à un tel résultat. Et donc, pour développer le réseau, alors que le besoin n'est pas encore perceptible, il faut absolument rétablir une forme de confiance avec le public, encore une fois par la transparence, mais aussi par une forme de cohérence entre tous les acteurs institutionnels, évidemment le monde politique, les régulateurs, l'industrie électrique, les transporteurs, les distributeurs, mais aussi les scientifiques qui sont représentés dans cette salle. Finalement, ce qui nuit le plus à la crédibilité de tout ça, c'est quand vous avez quelqu'un qui vient et qui dit « Attendez, vous n'avez rien compris, moi je suis un spécialiste, d'ailleurs j'ai beaucoup de diplômes universitaires, pas forcément les bons, c'est pas grave, et voilà. Et donc l'électricité, c'est comme Internet. Maintenant, tout va se décentraliser, il n'y a plus besoin de rien. Et ça, ce genre de fausse bonne idée qui est tellement séduisante, va attraper le public et va ruiner des années d'efforts et va créer des problèmes pour l'avenir. Donc, si on arrive à partager un certain nombre de ces notions de base, de ces idées de base, de ces objectifs d'aller vers un meilleur respect de l'environnement, une économie qui au moins survit, et puis une sécurité d'approvisionnement qui est conforme aux attentes de nos concitoyens, je pense que s'il y a une communauté qui se forme autour de ça, alors on y arrivera. Mais les enjeux sont effectivement colossaux sur les 10 ans qui viennent. Cette industrie va changer dans les 10 ans qui viennent comme elle n'a pas changé dans les 50 ans qui précèdent. Et je crois que ça, dans ces phases de changement, il faut un corps robuste pour continuer à avancer avec les infrastructures qui sont nécessaires. J'ai bien aimé la citation de Kennedy parce que je pense qu'elle sera absolument cruciale pour les années qui viennent. Et donc qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain et qu'on ait bien une vision globale de ces enjeux et des solutions multiples qui seront nécessaires pour les atteindre. Merci de votre attention.